Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo avec nos belles interactions est disponible sur YouTube. Si présentement tu me vois te dire ce message-là, sache que la version audio est disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming. Dans les deux cas, le lien vers l'autre média se trouve ci-dessous dans la description de l'épisode. On est ouvert à vos suggestions, commentaires et questions sur les épisodes passés et sur nos épisodes futurs. Fait que notre discussion avec Brian Arilimana, un secondaire repêché par les Alouettes de Montréal au 33e rang de la 4e ronde du dernier repêchage de la Ligue canadienne. Brian est un secondaire qui jouait avec les Carabins de l'Université de Montréal durant les 4 dernières saisons. Donc, de quoi qu'on a parlé? On a fait un tour de son parcours collégial qui est passé au Cheetahs du Cégep de Vanier en Division 1. On a aussi parlé de son parcours au Carabin, des entraîneurs qui l'ont marqué, des joueurs qui l'ont marqué. On a parlé de quoi d'autre sinon, Pierre? On a parlé de, je dirais, j'allais dire sa résilience, mais il nous a parlé des blessures aussi qu'il a subies, de son parcours avec des hauts et des bas. On sent que, moi, j'ai retenu que c'est un immense compétiteur. Il nous a parlé en détail de comment il a vu le repêchage. Il est super content de s'être fait repêcher par l'équipe de sa ville natale, mais il a détesté peut-être pas assez fort le fait d'avoir été ignoré, d'avoir vu des équipes passer sur lui, d'avoir pris d'autres joueurs à la même position que lui avant lui. Vraiment, on a appris à découvrir un joueur qui, on l'espère, va se tailler une place avec les Alouettes rapidement. Et moi, c'est ça en tout cas que j'ai retenu de lui. Oui, certainement. C'est quelqu'un qui pourrait... Bon, il est encore très tôt pour le dire, mais c'est quelqu'un qui pourrait être perçu comme un hometown hero quasiment. Vraiment quelqu'un d'agréable avec qui on a eu une discussion. Ouais. Je pense que ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour. On est content qu'il ait pris le temps de nous parler. Puis on espère que vous allez découvrir, vous aussi, un futur joueur à suivre. Exactement. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast. On commence tout le temps nos discussions en te demandant, en demandant à notre invité comment ça va, toi, dans le confinement, dans toute la situation de crise qu'on vit, en quoi, toi, ça t'a affecté dans ton développement et dans ton cas, ton repêchage avec les Alouettes? En ce moment, je te dis ça va super bien. J'ai eu des vagues d'émotions dans la quarantaine. Là. Au début, tu trouves le temps long. C'est jamais quand les choses ouvrent ou whatever. C'est difficile aussi avec l'entraînement. Au début de la quarantaine, on a été au parc. On a été au parc avec quelques autres gars, Régis Bassu, Carl Chabot, puis on s'est fait tout dehors au moins 2-3 fois. Puis, tu sais, une fois, c'était un policier qui nous a arrêtés, puis on explique que on n'est pas là parce qu'on veut foutre la main, on doit s'entraîner. Ça a été difficile au début, mais j'ai été chanceux. Dans ma quarantaine, mon frère qui joue à Laval en ce moment, il est revenu à la maison. Puis on fait nos entraînements ensemble. C'est super cool. On n'a pas les poids qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis ensemble, on va courir. J'ai une petite motivation à côté de moi, tu comprends, mais j'ai eu mes vagues, comme je vous dirais. Mais en ce moment, plus le temps avance, plus je commence à apprécier le temps. En quarantaine, maintenant, on peut sortir un peu, on peut retourner au parc. J'ai été au parc la semaine passée, puis il y a moins de problèmes depuis que tu gardes ton 2 mètres de distance dans ton entraînement. Slowly but surely, on est en train de pick up le pace, puis on reste en forme là. On sait vraiment pas ce qui se passe. C'est ça qui est un petit peu plate avec la quarantaine, parce qu'on n'a juste pas de nouvelles. On vit le jour le jour. À cause de ça, on doit continuer à s'entraîner et rester en forme vraiment là.
Euh, on veut te parler de ton parcours universitaire, mais avant, on aimerait ça parler un peu de ton parcours au collégial. Tu as joué à Vanier. Comment, tu sais, sans entrer nécessairement d'année par toutes les saisons, là, mais comment ça s'est passé ton parcours collégial? Comment tu pourrais dire le Brian qui est rentré à Vanier puis le Brian qui est sorti à Vanier? C'était quoi un peu la différence? Qu'est-ce que tu as retenu de ton parcours collégial? Dans mon parcours collégial, j'ai eu mes hauts, mes bas aussi. Je pense que partout ce que tu as passé, tu as été haut et été bas. Je pense que quand je suis rentré au cégep, la première saison, j'ai été capable de devenir partant dès ma première game. Je jouais quand même dans une équipe qui, quand moi j'ai commis à Vanier, les gars venaient de gagner, ils venaient de gagner le ballon d'or. Puis ils ont gagné le ballon d'or, puis trois quarts de l'équipe revenait. Fait que, je suis arrivé dans une équipe vraiment remplie de vétérans. Puis je savais que ça n'allait pas être facile, mais moi, je voulais aller quelque chose que je peux compétitionner. Puis c'est là-bas, je pense que j'avais les meilleurs outils pour compétitionner. Puis quand je suis arrivé là-bas, puis j'ai eu mon poste de partant, je pense que j'ai eu un bon début de carrière universitaire. J'étais performant, je faisais des gros jeux sur le terrain. Mais j'ai tourné mon ciel, je pense, la 4e ou 5e game de la saison. Fait que j'ai manqué toute l'autre moitié de la saison. Après ça, c'était ma première blessure à vie au foot. Puis c'était quand même une grosse blessure. J'ai dû me faire opérer. Puis ce processus-là de rehab, l'opération et tout ça, pour moi, ça a été très difficile. C'est la première fois. Après ça, quand tu reviens au jeu, tu es un petit peu hésitant. Tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Fait que moi, je te dirais, après ma première année, le temps que j'ai eu mon opération, mon rehab et tout, en ma deuxième année, j'ai eu une bonne saison, mais pour moi, c'était pas mes standards. Puis mentalement, je n'étais pas à la même place que j'étais l'année d'avant. Fait que ma deuxième année, c'était un petit peu plus difficile, mais collectivement, en équipe, en tant que tel, on a eu une bonne saison. Je pense qu'on avait fini premier dans la ligue cette année-là, puis on a perdu en série contre les Knox. Mais moi, quand on a perdu cette game-là, c'était une source de motivation. À cause, je n'ai pas aimé vraiment comment j'ai performé ou comment j'ai été hésitant à certains moments dans la saison. À cause que j'ai passé un off-season au complet à rehab au lieu de m'entraîner. Puis c'est une grosse différence, rehab puis s'entraîner. J'avais hâte de commencer le prochain off-season pour ma dernière saison collégiale, puis arriver à ma dernière année collégiale, le meilleur physique que je pouvais être. Puis ce off-season-là, de ma deuxième année à ma troisième année, ça a été mon meilleur off-season, je pense, à vie, avant mon combine prep que j'ai eu cette année-là. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai été beaucoup plus explosif, plus rapide. Puis, juste le fait d'être dans une meilleure condition physique, mentalement, ça m'a aidé aussi. J'étais beaucoup plus confiant. Puis, ça m'a aidé. Puis, à ma troisième année collégiale, j'ai tout cassé avant l'année. Puis, j'étais vraiment content de ma performance. On a eu une saison collectivement en tant qu'équipe, on a eu une saison décevante. Je pense que la première fois, je ne sais pas combien d'années que Vanier ne faisait pas les séries cette année-là. On a eu des grosses blessures à des positions clés aussi. Mais, moi, quand je suis revenu, quand j'ai fini ma deuxième saison, vers ma troisième saison, mon but vraiment, c'était d'être performant. Puis j'ai été capable de vraiment arriver à la meilleure condition physique possible. Fait que, ma carrière collégiale, comme je dis, il y a eu des hauts et des bas. J'ai joué dans des équipes très talentueuses à Vanier. Malheureusement, je n'ai jamais gagné de ballon d'or. Fait que c'est là que tu vois à quel point c'est dur de gagner. Puis des programmes gagnants, puis des équipes, puis des gens qui gagnent les championnats, c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup d'efforts. Fait que c'est autant admirant de voir des gens qui gagnent parce que c'est not easy at all. Qu'est-ce que tu as aimé de Vanier qui a fait que tu as choisi ce cégep-là versus un autre cégep de la même division? En fin de compte, moi, j'ai toujours été à l'école en français. Je pense que aussi avoir l'option d'aller à l'école en anglais, ça m'intéressait beaucoup. Le programme de Vanier avec quand même, dans le temps où moi j'ai commis là-bas, avec quand même quelques joueurs qui ont eu des bourses dans la NCAA dans ce temps-là. Puis, il faut le dire aussi que c'était pas très facile. Puis, je pense que moi, dans ma tête, aller dans ce programme anglais, ça allait me donner un avantage. Déjà qu'ils savent que je parle anglais, puis j'étudie en anglais. Fait que, ça, c'était un de mes buts. Puis également, comme je t'ai dit, le niveau de compétition que j'allais avoir, j'allais rentrer dans un groupe de l'Almaqueux qui avait quasiment juste des troisième années, des vétérans. Fait que j'allais apprendre beaucoup. Puis je voulais pas juste aller là-bas apprendre, je voulais aller là-bas compétitionner en même temps.
puis ça m'a permis de le faire aussi. J'ai pu jouer avec des gars comme Jean-Guy Poulin dans le temps, même aujourd'hui, je vais encore coéquiper avec lui aux Alouettes, mais Jean-Guy Poulin, c'est un gars qui a une grosse carrière collégiale, universitaire, même au secondaire, c'était une brute. Fait, il y avait des gars comme ça, il y avait des gars comme... en fait, tout le squad de linebacker que j'avais à Vanille, c'était des gars de troisième année. Fait que, j'étais vraiment plus jeune, puis eux, c'était vraiment plus vieux. Puis c'était aussi les leaders de l'équipe. Fait que j'ai beaucoup appris. Puis c'est tout des petites affaires qui ont fait, qui ont pesé dans la balance dans mon choix de cégep. Tu l'as dit, là, tu sors du cégep, tu n'es peut-être pas satisfait de ne pas avoir gagné du championnat, mais somme toute, un parcours où tu t'es démarqué et où tu t'es fait voir. Tu décides d'aller avec les Carabins à l'Université de Montréal. Premièrement, pourquoi choisir les Carabins et un peu comment ça s'est passé ton arrivée avec les Carabins après ton passage au collégial? Le choix universitaire a été très difficile. J'ai eu la chance de visiter presque toutes les écoles là, pour de vrai. J'ai été visiter des équipes en Ontario, j'ai fait le tour du Québec. Il y avait même certaines équipes dans l'ouest du Canada qui voulaient me faire visiter, mais je ne voulais pas perdre mon temps ni leur temps. Je savais que je n'allais pas aller jouer là-bas. Fait que ça a été difficile parce que honnêtement, tous les programmes ont quelque chose à t'offrir, tu comprends? Puis tous les programmes, surtout quand tu es un joueur performant, ils ont tous des plans pour toi. Fait qu'à the end of the day, tu allais quelque part, puis tout le monde a un plan pour toi, tout le monde a quelque chose à t'offrir. Fait que c'est vraiment voir où est-ce que le meilleur fit était. Ça n'a pas été facile, le Powerhouse Laval, Montréal, je pense que tout jeune Québécois qui joue au football rêve de jouer pour un des deux programmes quand il grandit. Fait que là, quand tu arrives et tu te fais recruter par les deux écoles, ça devient beaucoup plus difficile. Surtout que tu connais des gens dans les deux équipes. Fait que le monde du football est tellement petit. Mais ultimement, moi, mon but pour de vrai, c'était d'aller jouer au football professionnel. Puis je sais que les deux programmes m'auraient offert ce que j'avais besoin. Ce qui m'a fait vraiment pencher dans ma balance, c'était Polo. Polo, moi, quand j'étais cadet à Curie-Anton Labelle, c'était notre head coach pendant un petit bout avant qu'il retourne au Carabin. Fait que j'avais déjà une relation avec Polo depuis un jeune âge. Par la suite, il m'avait recruté à Montmorency. Quand je sortais du secondaire, quand il était head à Montmo, il m'a recruté là-bas. Puis, j'ai pas été à Montmo. Fait que Polo me disait tout le temps que je lui en devais une. Quand je suis arrivé à l'université, puis il était là, honnêtement, comme je t'ai dit, je suis allé visiter partout. Puis comme tous les programmes, ils avaient quelque chose à m'offrir. Puis je pense que tous les programmes étaient peut-être bons. Par contre, la relation que j'avais avec Polo, puis il savait déjà c'était quoi mes buts, il savait déjà où ce que je voulais me rendre. Fait qu'il n'allait vraiment pas me laisser tomber. Fait que c'est vraiment ce qui a fait peser dans la balance. Tout le monde a, comme je te dis, te faire coacher par Danny Machocha ou Glenn Constantin, tu vas bien te faire coacher, tu comprends? Fait que, à bien de c'est qui le petit qui va le faire changer. Pour moi, c'était Polo qui m'a fait pencher dans la balance puis décider d'aller dans l'Université de Montréal. Encore là, en termes de progression, là, on passe plus de temps aussi à l'université avec une équipe dans la Ligue universitaire, de par le fait que tu joues 3 ans au collégial puis tu as joué 4 ans, si je ne me trompe pas, universitaire. Encore là, en termes de progression, comment toi, tu t'es vu évoluer dans ce programme-là? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Pas juste au niveau du joueur de foot, là, aussi au niveau de la personne. Le Brian, encore là, qui est rentré à l'université et qui sort de son parcours universitaire, là, il est comment? Ouais, encore une fois, moi, pour le moment, je pense que c'est les 4 dernières années de ma vie ils ont été les 4 dernières années où est-ce que j'ai plus grandi. Puis t'apprends beaucoup, man. T'apprends beaucoup, puis ça n'a pas été facile aussi à l'Université de Montréal. On a eu des défaites crève-cœur année après année après année. On a eu beaucoup de changements. Il y a eu du mouvement dans le personnel, dans le coaching staff. Il y a eu beaucoup de mouvements, puis c'est lorsque j'ai plus appris puis j'ai plus grandi. Ma première année, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal en 2016, on avait une défense qui était assez mature.
expérimentés aussi. Junior Luke, Fred Chagnon, il y avait Alex Comont, il y a Amel, Klaou. On avait une équipe remplie. Émile Charon. C'était des gars de 4e, 5e année vraiment là, qui roulaient dans la défense. Fait que moi, je savais que quand j'allais arriver à l'Université de Montréal, encore une autre fois, j'allais avoir la chance de compétitionner, mais aussi d'apprendre de gars qui ont eu de l'expérience dans le réseau. Fait que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ma première année, Frédéric Chagnon, il m'a pris sur son bras puis il m'a montré vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire pour être un linebacker avec du succès dans le RSEQ. Passer du temps avec Polo, faire du vidéo, puis juste bien comprendre la game. C'était même pas une question d'être physique, c'était une question d'être rapide, c'est juste une question de savoir où est-ce que la balle allait être. Puis à partir de là, tu pouvais faire tous les jeux. Fait que moi, il m'a appris ça jeune. Fait que j'ai eu la chance de m'y mettre dès ma première année. J'ai eu du temps de jeu. J'ai été capable de contribuer au succès de l'équipe. Fait que c'était quand même quelque chose d'assez cool. Mais je savais que c'était juste le début. Puis à partir de là, je voulais vraiment m'établir comme un leader puis un joueur dominant sur notre défense. À partir de ma deuxième année, j'étais partant à temps plein. Puis encore une fois, on jouait dans une défense assez mature. Ma première année, j'ai oublié de dire, de ma première année, on a perdu la Dunsmore sur le trick play. Je ne sais pas si vous en rappelez, au Sepsum. Défaite crève-cœur. Je vais vous dire, moi, jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru. C'était tout un match. Je pense que c'était le match de football le plus fou que j'ai joué de ma vie. Là. Les émotions, le Sepsum a craqué. Dunsmore à Montréal, c'était vraiment fou. Mais ça m'a motivé parce qu'après ça, avec une défaite crève-cœur comme ça, tu sais qu'il t'en faut pas beaucoup. Puis l'année suivante, en 2016 aussi, ma dernière game l'année contre McGill, j'ai tourné mon autre ACL. Fait que j'ai eu un autre ACL en 2016. J'ai manqué. C'était la dernière game de la saison. J'ai pas fini la game. J'ai manqué la game de demi-finale quand je jouais encore contre McGill au Sepsum. Je suis revenu à la Dunsmore avec une brace. Fait que j'ai joué la dernière game de la saison avec une brace. Malheureusement, on a perdu cette game-là, fait que je me suis fait opérer après la saison. Fait que ça, c'est mon deuxième ACL. La phase que je pense que mon premier ACL est venu m'aider, c'est que maintenant, mentalement, je savais à quoi m'attendre, puis je savais c'est quoi le processus, je sais c'est quoi le 6 mois, je sais comment m'y prendre. Je sais où est-ce que j'ai fait des erreurs auparavant, puis je voulais vraiment arriver, puis au camp de printemps, au camp d'été, au mois d'août, je voulais arriver, puis je voulais être à la meilleure forme physique encore une fois, puis pas avoir de setback, fait que pas y passer, puis je joue au football. Puis la façon que je me suis pris dans ce 6 mois de rehab-là, j'ai vraiment bien fait ça, puis je suis arrivé au camp d'août dans une bonne forme physique, fait que je pouvais compétitionner dès le début. J'ai eu mon rôle de partant. On a compétitionné, j'ai eu mon rôle de partant. J'ai joué Mike à ma deuxième année à l'Université de Montréal. Puis, c'est sa première année où est-ce que tu es partant, tu apprends encore aussi beaucoup de choses. Comment gérer, jouer sur les unités spéciales, jouer sur la défense. Le football universitaire, c'est très différent du football collégial à cause que les special teams ont autant plus d'importance. Puis, juste le niveau cardio, ça change absolument tout. T'es beaucoup plus fatigué, tu cours beaucoup, là, tu comprends? Fait que j'ai appris tout ça ma deuxième année. J'ai été assez chanceux, j'ai fait l'équipe d'étoiles, j'ai une bonne saison. J'ai performé, puis à chaque fois, moi, je passe une étape, je me donne des nouveaux buts, Éventuellement, je voulais être le meilleur, je voulais être le meilleur à ma position, je voulais être le meilleur joueur défensif de la province. Fait que c'est des affaires que je me donnais comme but, puis ça m'aidait à me surpasser. Puis je te dirais, ma dernière année, qui est cette année qui vient de passer, où est-ce que j'ai plus appris, c'était juste côté leadership. Ça faisait 2-3 ans que j'avais du succès à ma position. J'étais assez dominant. Mais il manquait toujours quelque chose. Ça faisait 3 ans qu'on perdait contre Laval en finale, des matchs serrés, des back and forth. Fait que, évidemment, c'était quelque chose qui nous manquait. Puis je pense que c'était du leadership en tant que tel. On avait un très bon groupe de vétérans puis de leaders cette année en 2019. Puis je pense qu'on a mis beaucoup d'emphase juste sur le lead, les gars. Ça n'allait pas être facile. Puis on allait en perdre des games. Puis on allait avoir des moments bas. Puis on allait avoir des moments hauts. Puis il fallait juste rester poised. Puis être capable de garder le même niveau de concentration tout le long de la saison. Fait que, des gars comme Marion, des gars comme Bruno Lagacé, Reda Kramzi, François Bessette, vraiment beaucoup de P.O. Lestage. Les gars ont fait une excellente job, juste lead. On a gagné nos 6 premières games, on ne les a pas gagnées de façon convaincante nécessairement. C'était tous des matchs serrés. Puis on a perdu nos 2 dernières games en rentrant en série. Fait
On savait qu'on avait besoin de regroup, puis on savait qu'on avait ce qu'il fallait dans le vestiaire pour gagner la Coupe du Monde. Puis quand on a eu la chance de retourner à Québec, jouer la Coupe du Monde contre Laval, puis les battre, pour de vrai, c'était vraiment, comme on dit, un monkey off our back. Ça faisait surtout les gars de 4e année. Ça faisait 3 ans de suite qu'on perdait, là, puis ça devenait longtemps. Là. On voyait l'horloge avancer, puis il y en a qui c'était potentiellement leur dernière game, puis on ne voulait pas quitter comme ça. Fait. Avec la Coupe du Monde, pour de vrai, ça nous a fait vraiment beaucoup du bien aux gars qui sont rentrés en 2016, surtout. Après ça, on a eu notre run à la Coupe Vanier. On a eu des blessures qui nous ont fait mal, je te dirais. Mais les gars ont quand même fait tout au long de la game. On a perdu 2 possessions, mais ils ont marqué un touché avec 50 secondes à faire à la ligne 1. Mais pour être dans un match de National Championship puis être dans une possession avec beaucoup de blessés comme ça, pour voir les gars ont fait. Puis j'étais vraiment fier des gars à the end of the day. Tu prends beaucoup de place comme leader au cours de ta carrière, ce qui est évidemment une bonne chose. C'est quoi pour toi un leader? Un leader, pour de vrai, moi, je pense que c'est quelqu'un qui montre l'exemple en tant que tel. Il y a différents types de leaders. Il y en a qui sont plus vocales. Il y en a qui montrent plus l'exemple en tant que tel. Mais moi, je pense que c'est juste vraiment être capable de comprendre ton coéquipier. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses forces. Tout le monde a ses défauts. Puis moi, je pense que un leader, c'est quelqu'un qui peut comprendre les forces et les défauts, les problèmes de tout le monde, puis juste les réunir ensemble pour pousser dans la même direction. C'est ça la beauté du football. Tu es 85 gars dans un vestiaire, tout le monde a un but commun, mais tu n'es pas nécessairement ami avec les 85 gars dans ton équipe. Puis c'est juste une question d'avoir du respect puis avoir une belle ambiance. Nous, c'est ça qu'on a mis beaucoup d'emphase, juste avoir du fun. Vraiment dans le vestiaire, là, quand je ne jouais pas au football, quand on n'était pas en meeting, le vestiaire, c'est une place où tout le monde allait blaguer ensemble puis avoir du fun. Ça, pour nous, ça a été notre key de succès cette année. Mais ouais, c'est ça, vraiment. Je pense qu'un leader doit montrer l'exemple. Évidemment, tu ne veux pas lead puis pas faire ce que tu preaches. Mais après ça, c'est de comprendre tout le monde et puis juste avoir l'empathie puis s'assurer que tout le monde va bien à the end of the day. Puis tout le monde pousse dans la même direction pour le même but en commun. Puis, tu as parlé de Polo là, qui a été une des raisons pour lesquelles tu es allé au Carabin. Peut-être ça va être lui la réponse, mais tu sais, un entraîneur ou des entraîneurs qui t'ont marqué là, dans ton principalement dans ton parcours universitaire, là, ça pourrait être qui? Puis qu'est-ce que tu as retenu de ces entraîneurs-là? Les entraîneurs qui m'ont marqué. Non, je ne vais même pas vous donner Polo parce que Polo, moi, je lui disais souvent, Polo, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il me coachait 1 ou 2 semaines dans la saison. Ouais, il décidait de me coacher 1 ou 2 semaines, puis après ça, il me disait, range-toi. Mais honnêtement, Byron, qui était mon coach de position tout le long, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il m'avait recruté en 2016, mais lui, il est encore à Moncton. Puis il a fini par être mon coach de position, mon special team coordinator aussi. Byron, ça a été, il voyait grand en moi, puis il a toujours cru en moi. Il m'a poussé, tout le long, il m'a poussé. Il s'entendait beaucoup de moi, puis c'est à cause que je suis leader, je ne voulais pas le décevoir non plus. Byron, je te dirais certainement. Sinon, je te dirais Olivier Fréchette-Lemire. Pour moi, Olivier Fréchette-Lemire, c'est probablement un des meilleurs coachs. Il n'est pas aussi vocal que les autres. Il fait plus ses affaires de son coin, mais il est super sharp. J'allais dans son bureau faire du thé, puis il nous sortait le passing chart, où est-ce que toutes les passes ont été complétées des 3 dernières games. Il me sortait tous les pourcentages de passes dans une formation, de course. Il me sortait toutes les statistiques. J'arrivais dans son bureau, j'avais tout ce que j'avais besoin de faire. Tout ce que je devais faire, c'est rouler le film puis regarder. Puis il a facilité la game beaucoup pour moi. Puis aussi, il m'a aidé aussi dans mon man-to-man coverage. Il m'a aidé avec beaucoup de techniques que je ne connaissais pas auparavant. Fait que moi, Fresh Byron, pour avoir probablement les deux coachs avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. De la même manière, est-ce que, comme Pierre l'a mentionné, à l'université, c'est une époque dans une carrière de football où on joue longtemps dans une équipe. Là.
Je pense que la deuxième, c'est au secondaire, si je ne me trompe pas. Ouais, Souvent, en exactement. fait. Comment, en fait, est-ce que tu as la manière que pour les entraîneurs, est-ce que tu as des coéquipiers marquants que tu gardes proche de ton cœur? Ouais, c'est sûr. Je vais commencer avec Reda Kramzi. Reda Kramzi, pour moi, c'est vraiment comme un petit frère, pour de vrai. Il- je me rappelle en 2014, ouais, c'était en 2014 quand j'étais à Vanier, l'année où justement je sortais de mon rehab. J'étais en rehab, puis on avait les camps d'hiver où est-ce que les recrues venaient, puis Reda, c'était un petit gars d'Albevio. Puis normalement, les gars d'Albevio, ça allait au vieux. Puis je me suis assuré de le recruter. Il y avait une grosse pratique, puis juste dès la première pratique, j'ai vu un dog en lui. Euh, il voulait compétitionner, puis c'est des gars comme ça que tu veux dans ton équipe à the end of the day. Fait que moi, je suis parti le voir, puis je pratiquais pas, puis je lui ai dit, on a besoin de toi. On va pas perdre ton temps ailleurs. Commit ici, viens gagner les championnats avec nous. J'ai pas été capable de l'amener au championnat, mais il a cru en moi, j'ai cru en lui, puis depuis ce jour-là, moi, plus lui, on est comme ça. Hein. Fait que, quand en 2016, quand j'ai commis à l'Université de Montréal, il m'a dit je te vois l'an prochain. Il m'avait déjà dit que ça en venait. Puis ça a été aussi mon roommate, tous nos travels depuis 2007, c'est mon roommate. Fait qu'on est toujours ensemble, on fait notre tape ensemble. Ça, c'est vraiment un gars que je garde proche du cœur. Puis aussi, c'est un excellent athlète. Puis certainement le prochain gars qui va se faire draft. Un des prochains gars qui va se faire draft au Carabin. Reda Kramzi, c'en est un. Danny Dobrosmith, un gars avec qui j'ai joué depuis le secondaire. On a chacun pris nos chemins au cégep. On s'est réunis à l'université. Danny Dobrosmith aussi. Je pense que lui, quand j'étais cadet, puis je faisais je venais commencer à m'entraîner. Puis, j'avais peur de pousser des poids trop lourds. Puis, lui, un jour, il m'a mis dans le gym, puis il m'a obligé de pousser les mêmes poids que lui. Puis c'est la première personne qui m'a permis de me surpasser. Puis je m'en rappelle, puis je vais toujours être reconnaissant. Je lui ai dit jusqu'à ce jour, puis il ne va pas me croire. Mais c'est quelqu'un qui il m'a montré que il faut que tu te surpasses, puis il faut que tu sortes ta zone de confort. C'est quelqu'un que je vais avoir proche du cœur. Sinon, j'ai joué avec mon frère toute ma vie aussi, à part à l'université. J'ai vraiment joué avec lui partout. Mon frère, c'est un gars, quand je jouais avec lui sur le terrain, je n'avais pas besoin de parler. Pour le vrai, on se parlait rarement. On se parlait un peu sur le banc, mais on se parlait pas, puis on se comprenait. Fait que, on avait une très belle chimie, moi puis lui. Sinon, les gars que j'ai rencontrés à l'Université de Montréal, je te dirais Benoît Marion, certainement, qui je vais avoir la chance de jouer avec Espérance Alouette aussi. Benoît Marion, Samuel Rossi, Marc-Antoine Decoy, Félix Pelletier. Si je pourrais t'en nommer surtout les gars avec qui je suis rentré en 2016, puis on a vécu la galère ensemble. On a perdu Jean-Philippe Lévesque, j'ai oublié JPP, Ethan Makonzo. La liste est tellement longue. J'ai peur d'en oublier, mais la liste est vraiment longue. Puis l'affaire qui est cool, j'ai joué au football depuis 2003. Fait que depuis que j'ai 7 ans, je joue au football. Fait que j'ai eu la chance de grandir puis connaître beaucoup de gens à travers ma carrière de football. Puis le monde du football est tellement petit. Fait que, justement, en connaissant les gens que j'ai rencontrés au football, c'est les personnes les plus proches avec qui je suis dans ma vie. So, je suis très reconnaissant envers le sport pour ça, for sure. Tu finis ton passage à l'université. Encore là, tu n'as pas... En tant qu'équipe, tu n'as pas gagné, mais fondamentalement, tu es devenu un meilleur joueur, tu as évolué, j'ose croire, ben oui, tu es satisfait, c'est sûr. Ça a été quoi la suite des choses pour en vue du repêchage? Ça a été quoi ta préparation? Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as commencé à préparer même au début de ta dernière saison ou à la fin de ta saison, ça a été quoi un peu ton cheminement à travers ça? Mais enfin, après ta 3e année, tu commences à y penser parce que ta 4e année, c'est quand même une année importante. L'année commence avec le défi East-West qui a eu lieu l'an passé. Moi, c'était à Carleton que ça s'est passé. Puis j'ai été là-bas, j'ai été au défi East-West pour voir avec qui j'allais compétitionner à travers le Canada. Puis c'était qui les Américains à ma position qui allait se faire empêcher aussi. Fait que, c'est une place où tu peux te comparer un peu aux meilleurs
au meilleur gars de ta classe de recrutement, repêchage. Fait que moi, au East West, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai bien fait. J'ai une bonne semaine de pratique. J'ai un bon match. J'ai été nommé capitaine de l'équipe Est. Fait que, j'ai une bonne semaine overall. On a perdu la game, mais pour moi, je ne suis pas allé là-bas pour gagner une game. Je suis allé là-bas pour showcase mon talent. Fait que moi, ça a commencé au défi East West, mais la seule affaire, c'est que en 2019, mon seul but, c'était vraiment de gagner un championnat. Ramener le championnat à l'Université de Montréal. Fait que, durant toute ma saison 2019, j'ai pas pensé au repêchage et je me suis pas préparé pour le repêchage. Je voulais juste gagner. Je prenais ça semaine par semaine. Puis comme je t'ai dit, surtout le fait d'avoir eu de la difficulté en début de saison puis d'avoir push tout, ça nous a aidé. Puis ça m'a aidé moi aussi de ne pas avoir la tête ailleurs que le football. Puis la saison qui se passe en ce moment. Fait que, durant la saison, je veux dire honnêtement, à part voir quelques recruteurs dans les estrades durant les games, puis je pense que j'ai eu une entrevue durant la saison. À part ça, j'ai vraiment pas pensé à la suite des choses. Je prenais ça vraiment étape par étape. Surtout qu'une saison de football, ça passe super vite. Tu as une saison de football, puis next thing you know, tu es en fin de saison. Tu n'as rien vu passer. La saison commence en août, puis next thing you know, tu es déjà la première semaine des playoffs. Ça passe super vite. Je voulais vivre le moment, l'apprécier, surtout que ça pouvait être ma dernière saison. Je voulais pas penser plus loin que ça. Fait que mon but durant la saison, c'était vraiment gagner un championnat, puis ma tête, puis la tête de tout le monde dans mon équipe, même les gars qui se faisaient repêcher, étaient à gagner un championnat. La saison a fini, on a une bête crève-cœur, puis c'est là où j'ai commencé à consulter les personnes autour de moi, voir comment je m'y prends pour la préparation. Avec des mots de sagesse, on m'a dit de prendre le mois de décembre off, de finir l'école correctement, puis de commencer en début janvier pour ma préparation. Mon préparateur physique était d'accord avec ça. Il m'a dit que c'était une affaire comme 16 semaines qu'on avait besoin pour être dans notre peak performance. Fait que, la façon dont je me suis pris, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait au mois de décembre, due diligence, comme on dit, fait que j'ai commencé une diète juste pour être sûr d'arriver. Je voulais pas me mettre en shape au début. Fait que je voulais arriver au début de camp et être en shape. Je voulais pas prendre les premières deux semaines pour me remettre en forme. Je voulais pas perdre de temps. Je voulais arriver puis get to it directement. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Fait que les dernières semaines de décembre, en plus de ma diète, j'ai commencé à faire un petit peu de cardio, un petit peu de boxe, juste pour me remettre dedans. Comme ça, dès que je commence, on pouvait commencer le programme DD1. Fait que moi, je pense que ça m'a aidé. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai joué ma saison à 2,28, 2,30, je te dirais. Puis de 2,30 au East West, juste vous donner une idée, au East West, j'étais 238 livres, fait que 240, on va se dire. J'ai joué ma saison à 230 parce que j'étais quand même lourd, puis j'étais en train de carry du weight pour rien, fait que je suis parti perdre un 10 livres avant ma saison. J'ai joué environ à 2,30 durant la saison, puis aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, je suis 210, 213 livres en ce moment. Là. Okay. J'ai perdu extrêmement beaucoup de poids. Je voulais mettre l'emphase sur être rapide, l'explosion. Puis c'est ça que j'ai fait durant mon 3 mois de préparation quand même. Beaucoup d'explosion, beaucoup de vitesse. On se préparait surtout pour le 40 verges, le T-test, les tests de combine, en fin de compte. Fait que le bench, le vert, le broad jump, tout ce qui est numéro, tout ce qu'un scout veut voir. Je voulais aller là-bas puis impressionner avec les numéros. C'était le fun, c'était dur, beaucoup de haut, beaucoup de bas, encore une fois, il n'y a rien qui est facile. Ce qui a été plus dur pour moi, c'est les débuts de semaine. Je suis habitué, les dernières années de ma vie, je me suis toujours entraîné en équipe, tu comprends? Tu as toujours quelqu'un avec toi. Aller dans un combine prep où est-ce que tu es presque toute seule. Moi, j'étais deux, puis c'était pas un coéquipier avec qui je le faisais. C'était un gars qui a joué aux States. C'était quelqu'un que j'ai appris à connaître à travers ma préparation. Mais tu es habitué à une telle routine, tu as encore ta zone de confort, mais tu n'as pas le choix de le faire. Pour moi, ça a été la première étape qui a été dure. Mais encore une fois, j'avais du bon monde autour de moi, fait que je suis resté motivé. Il faut que tu sois tellement discipliné avec ta diète, ton sommeil, ton niveau de repos. Pour le vrai, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur parce que, comme je te dis, tu as 16 semaines pour pique, puis
quand tu arrives au combine, il faut que tu sois ta meilleure forme physique. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai vu les affaires. J'avais pas le droit à l'erreur. Fait que j'étais très discipliné. Malheureusement, mes amis ne me voyaient pas trop. En fin de compte, presque personne ne me voyait. Je mangeais ce que je devais manger, je buvais ce que je devais boire. J'allais dormir, je me réveillais, j'allais m'entraîner, j'allais au travail, puis je revenais à la maison, puis je recommençais. Fait que c'était une routine. J'ai commencé, moi j'adore le processus. Fait que, après avoir les hauts et les bas, tu commences à avoir des résultats, puis tu adores ça. Fait que ça te motive. J'ai commencé, c'est ça, je te dirais à comme 13 semaines, 3 semaines avant le combine, la date que j'étais supposé au combine, j'étais dans la forme physique que je voulais, j'avais la shape que je voulais, je faisais les temps que je voulais. Fait que, j'avais hâte d'aller au combine puis démontrer les changements parce que eux, ce qui se rappellent de moi, c'est que j'étais 6 pieds 2, 240 livres, tu comprends? Fait que tu arrives là-bas avec une transformation, puis ils voient que tu cours encore plus vite, puis tu es aussi talentueux, tu as eu du succès. Ça fait juste improve mon draft stock pour moi, tu comprends? Mais c'est ça. Donc, la semaine avant, c'est le jour du Regional Combine à Toronto parce que le Regional Combine à Toronto, il y avait le Regional Combine à Montréal le jour d'après. Puis après ça, la semaine d'après, il y avait un Combine dans l'Ouest canadien puis le Combine national. Le jour du Regional Combine, c'est ça, on est le jour du Regional Combine Toronto. Fait que moi, je suis en train de regarder le Regional Combine Toronto sur le site de la CFL. Je commence à voir les résultats. OK, je vois comment les gars ont performé. Fait que j'ai une idée où est-ce que je vais me classer selon ce que j'ai fait. Puis, même pas 20 minutes plus tard, ils annoncent que toutes les autres combats sont annulés. C'était fou. J'en revenais pas. C'était fou. On en a parlé avec Benoît puis avec Benoît Marion. C'est ça. Disons que le timing ne pouvait pas être pire. Là. Surtout, c'est comme si tu fais comme si tu te prépares pour un examen pendant tout l'hiver, puis là, tu arrives quasiment le jour de ton examen, puis finalement... Exactement. Ouais. Mais juste pour revenir aussi sur ce que tu as dit, qu'est-ce que je trouvais drôle quand tu parlais de ta saison, puis que tu étais conscient qu'il y avait des recruteurs, mais tu y pensais pas trop. Ouais. Qu'est-ce que je trouve drôle dans ton cas, puis dans le cas de tous les gars des Carabins qui ont été repêchés avec les Alouettes, c'est que finalement, le fait de pas y penser, ben, le meilleur recruteur, il était sur le sideline avec vous autres. Là. C'est ça qui est drôle. Là. Puis ce qui est vraiment encore plus drôle, c'est que ça fait comme depuis 2016, depuis que nous on est rentrés, puis même avant qu'on rentre, à chaque année, il y a une rumeur que Danny allait quitter pour les Alouettes. On pense, fait que à un moment donné, on l'a tellement entendu qu'on lui croyait plus non plus. Fait que c'est quand on l'a su au début du mois de janvier, quand il a été annoncé, puis on l'a su, on était comme wow. Là, on commençait à niaiser, bon, c'est toi qui vas repêcher. C'est toi qui vas repêcher. Finalement, on nous a tout repêché. Ouais, c'est ça. On a vraiment tout repêché. Fait que, funny story, mais ouais, c'est ça. Le fait de ne pas avoir un combine, je pense que ça a aidé Danny en tant que tel parce que, tu sais, Danny, en tant que head coach, il faisait du tape sur toutes les équipes. Il connaît tous les talents cachés. Il faisait du tape non seulement sur la RSEQ, mais tu dois faire ton tape sur les autres équipes pour préparer justement quand tu joues dans les séries. Puis, je pense qu'il y a eu la chance de voir tous les bons joueurs qui sortaient cette année, tu comprends, ou les connaître ou voir comment ils performent, puis pas juste sur une game. Fait je pense que c'est là où Danny a eu son avantage cette année en sortant directement du U-Sports. Il connaît bien les gars. Fait puis aussi, nous, le fait de ne pas avoir de combine, un gars comme Marion qui est 6 pieds 5, 250 livres, il court super bien. Une autre équipe aurait vu ça, puis il aurait sûrement pris aussi, tu comprends? Fait que Danny, il connaissait les parts cachées, tu comprends? Fait que nous comme j'avais appelé Marion, une petite anecdote rapide, là. J'ai appelé Marion le jour du draft. Le draft commençait à 8h. J'ai appelé Marion à 7h55. Je lui ai souhaité bonne chance. Il m'a souhaité bonne chance. Puis là, on s'est dit, espérons qu'on soit teammate encore. Puis 1h15 après, on est en train de s'appeler encore, en train de crier qu'on a encore signé. C'est un beau moment, honnêtement. Je veux dire, on n'a pas un meilleur scénario, sérieusement, être repêché dans notre ville. On a grandi à regarder les Alouettes. Moi,
notre équipe de football était toujours invitée au match des Alouettes dans les années de Ben Cahoon, Jamal Richardson, AC. On manquait pas de football à Montréal. Là. Le stade était toujours solide. Fait avoir la chance d'être pêché par ce club-là, par des gens qu'on connaît aussi. On reste à la maison, on a les gens qui nous aiment le plus autour de nous. On n'a pas un meilleur scénario. Là. Qu'est-ce que tu penses justement que personnellement, Danny a vu en toi? C'est-à-dire, quel genre de joueur de football est-ce que tu es? Je pense que c'est un joueur de football robuste. Danny, il connaît mon niveau de compétition. Je ne prends pas la défaite les gens. Tu comprends? Moi, j'aime moins perdre que gagner. J'aime plus gagner. Je déteste perdre. Je suis pas capable de vivre avec une défaite. Ça m'angoisse pendant 3 semaines. Même si on a gagné 2-3 fois après, je suis encore angoissé par la défaite. Il connaît mon niveau de compétition. Il sait quel type de leader que je suis aussi. Il m'a nommé capitaine ma 2e ou ma 3e saison. Puis, il sait que je joue au football pour gagner à the end of the day. Fait que, ça, c'est mon côté, je veux dire, aspect qui je suis comme personne, mais côté football aussi, je pense qu'il sait que je suis capable de jouer la position où est-ce qu'ils veulent me mettre cette année. Puis j'ai été performant là, à cette position-là toute ma carrière universitaire. Fait que, et c'est ce que je peux amener à la table. Puis sûrement, il sait que je ne vais pas le décevoir. Fait que je suis content qu'il pull le trigger sur moi. C'était quoi si je peux dire, ton état d'esprit juste avant le repêchage? Tu as dit que tu as appelé Benoît pour lui souhaiter bonne chance, mais est-ce que toi, tu t'étais fait un scénario dans ta tête, peut-être un rang? Est-ce que tu visais un rang particulier, une ronde? Ou... Si je t'explique la soirée du draft, la soirée du draft, ben c'est ça, j'ai appelé Marion, en fin de compte, j'ai appelé Marion, j'ai appelé Rossi, j'ai souhaité bonne chance, j'ai pas appelé de quoi parce que lui, NFL, il n'a pas besoin de tant de chance que ça, j'ai appelé mes gars, mais moi, honnêtement, je vais dire la vérité, j'ai eu, à travers mon processus de recrutement, j'ai eu beaucoup d'entrevues, puis j'ai eu beaucoup d'équipes qui ont eu de l'intérêt envers moi. Je te dirais 3 équipes qui m'ont appelé plus que 3 fois. Fait que, tu comprends? Il y a des équipes que je m'attendais vraiment à ce qu'ils viennent me chercher. J'avais parlé à mon agent, puis il m'avait dit j'allais être un des premiers linebackers partis aussi. Fait que moi, le draft, je m'attendais à être un des 4 premiers linebackers sortis. Fait que le draft commence, le premier gars qui sort du draft, c'est un linebacker des États-Unis, qui joue aux États-Unis, c'est un Canadien. Fait que lui était projeté partir premier. Fait que, après ça, le draft continue. Il y a un deuxième linebacker qui sort à Toronto. Ouais, il sort à Toronto à 11, je pense. Fait qu'au début du 2e round. Fait que là, moi, je suis comme, OK, je suis bientôt. Là, ces 2-là sont partis. Fait que je pars bientôt. Ça, c'était moi dans ma tête, selon ce que j'avais entendu, l'intérêt qu'on m'avait donné. J'avais parlé à mon agent, puis il y a des équipes qui avaient l'air de vouloir venir me chercher. Fait que, là, on arrive à 17. Je pense qu'il y a un autre linebacker qui est pris. Puis là, à ce pic-là, je suis surpris. Je suis surpris parce que, je pense que c'est Hamilton, c'est ça, c'était Hamilton, puis eux m'avaient montré beaucoup d'intérêt. Fait que, ils ont peut-être préféré aller avec quelqu'un d'autre. Ça ne me stresse pas plus que ça. À 19, il y a un autre linebacker qui est sorti dans un pic territorial. Fait que, j'avais pas de chance de quitter là-bas parce que je venais pas d'Ottawa. Fait que c'était sûr que je ne pourrais pas partir, mais ça reste que c'est un secondaire qui est sorti, fait que j'étais fâché. Fait que là, on est rendu à 4 secondaires dans les 2 premières rondes, puis je ne suis pas encore parti. Fait que là, je suis en train de regarder les choses se développer. Le temps avance, il n'y a pas d'autres linebackers qui sont pris jusqu'à, je pense, 26, 27. Il y a un autre linebacker qui quitte à Edmonton. Puis Edmonton aussi m'avait montré beaucoup d'intérêt. Fait que là, je commence à me poser des questions. Là. Je commence à devenir impatient. Je suis en train de regarder le board, puis je vois qu'il y a Calgary à 32. Puis Calgary, aussi, c'était une des équipes qui m'ont appelé plusieurs fois pour
pour prendre de l'information, puis ils avaient l'air d'avoir beaucoup d'intérêt pour moi. Fait que c'est moi, dans ma tête, je commence à calculer les affaires. On arrive à 32. On arrive à 32, puis Calgary prend un autre linebacker. Mais c'est pas moi. Fait que là, je commence vraiment à perdre patience. Là. Je perds patience, puis là, je me demande ce qui se passe. Fait que, juste parce que, tu sais, dans ma tête, j'allais partir. J'avais un des premiers linebackers qui partait. Fait que je suis là, je commence à perdre patience. On est à 33, puis là, mon téléphone, il sonne, puis je vois Danny m'appelle. Je suis comme, oh. J'ai un moment de soulagement. Mais j'étais pas content, là. J'étais vraiment pisse. Là. Je suis comme, vraiment, il y a 6 linebackers qui sont partis avant moi, puis je sais que c'était 6 linebackers. Probablement 5. En tant que compétiteur, je veux dire peut-être 5, si c'est pas 6, que je suis meilleur qu'eux. Fait que, selon moi, tu comprends? En tant que compétiteur, je veux dire ça. Fait que moi, dans ma tête, je suis fâché. Danny m'appelle, il me dit comment tu te sens? Je suis comme bof. Je suis content d'être avec toi, of course, mais je lui dis, puis Danny me connaît, fait que je lui dis, il y a 6 gars qui sont passés avant moi à ma position. Je suis un compétiteur, moi. Je dis des affaires que je ne prends pas légèrement. Il dit, c'est pour ça que j'étais prêt à 33. Je savais que ça allait me donner et tout. On a eu une conversation. J'ai dit merci de l'opportunité et tout, mais pendant, je te dirais, 40 minutes après d'avoir su que je suis à Montréal, j'étais encore fâché. J'avais beaucoup d'émotions. Je suis comme, ils ont vraiment pris 6 gars avant moi. Fait que, quand je te dis c'est un compétiteur, c'est des histoires comme ça. Puis là, les gens me disent, tu peux pas le comprendre si tu le vis pas. Fait que, je m'attendais pas à ce que les gens, eux, sont comme soient contents. Oui, je suis content, mais en ce moment, c'est pas ça qui passait dans ma tête. C'est comme, they took 6 guys before me. So, ouais, c'est ça. Ça m'a pris 40 minutes, 1 heure, me calmer, puis réaliser que j'ai une belle opportunité aussi. J'étais super content, don't get me wrong. C'est juste que ça aurait pu être, j'aurais pu être le 7e pick du first round. Je serais encore fâché que 6 gars de ma position qui étaient avant moi, tu comprends? C'est pas où est-ce que j'ai été pick, c'est vraiment qu'ils ont pris 6 gars de ma position avant moi qui me touchaient. Fait que c'est mon côté compétitif, puis j'ai jamais changé. Mais le lendemain le draft, c'était jeudi. Vendredi matin, quand je me suis réveillé, puis j'ai réalisé que je me suis fait draft dans ma ville. J'ai joué devant les partisans que j'ai vus toute ma vie, devant mes parents, mes amis. Je me dis, waouh, je suis vraiment à la place que je devais être, tu comprends? Puis c'est là que j'ai pu réaliser qu'est-ce qui se passait, mais j'étais super content, honestly, être à Montréal aujourd'hui, là, best place que je pouvais être, surtout quand en passé, je regardais les Alouettes, puis je voyais les succès qu'ils avaient. Coach Jones, tu vois, Coach Jones, tu as le goût de jouer pour lui, tu regardes à la télé s'amuser, tu as le goût de jouer pour un coach comme ça, fait que je suis excité, j'ai vraiment hâte, puis espérons que cette situation du COVID se calme, puis qu'on puisse aller jouer au football bientôt. Ben justement, la manière que tu parles, je suis sûr que la manière que tu racontes le draft, je suis sûr que quand le camp d'entraînement des Alouettes va recommencer, ça va te motiver pas mal. Ouais. Ça, je suis sûr de ça. Mais en parlant de ça, justement, plus tôt, tu as mentionné que tu joues au football depuis 2003. Ouais. Personnellement, toi, qu'est-ce qui te motive? Moi, je veux dire, depuis un jeune âge, j'ai fall in love with the game, comme on dit. Fait que je suis tombé en amour avec le foot depuis un jeune âge. Fait que j'ai toujours aimé le football. Je n'ai pas appris à aimer ça plus tard. Depuis ma première pratique, j'ai aimé le football. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir. Mais moi, je veux dire, là, pour de vrai, je dois avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon succès puis de qui je suis aujourd'hui à mes coachs au secondaire, à Curaton Label. Ils m'ont appris l'éthique de travail pour de vrai, puis ils m'ont incarné ça d'un jeune âge. Depuis secondaire 3, je comprends qu'il faut s'entraîner si je veux être le meilleur. Je comprends qu'il faut faire du vidéo si je veux être le meilleur. Je comprends que je dois aller faire du track si je veux être le meilleur. Je comprends que je dois être en bonne forme physique si je veux performer et être le meilleur à ma position, tu comprends? Puis, tu arrives à un certain âge parce que le football, quand tu es plus jeune, ta poussée de croissance te donne un avantage quand tu es plus jeune. Tu comprends? Des gars beaucoup plus athlétiques, plus rapides, sont plus grands, plus forts. Mais tu arrives à un âge où tout le monde te rattrape et tout le monde est au même niveau que toi. Tu comprends? Côté talent. Puis c'est quoi qui fait la différence? C'est vraiment l'éthique de travail puis le temps que tu consacres au sport en tant que tel. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir depuis un jeune âge. Fait que moi, quand j'ai eu des transitions comme du secondaire au cégep,
c'était pas une grosse transition pour moi. Pourquoi? Parce que je m'attendais à travailler fort, je m'attendais à me surpasser pour atteindre ce que je devais faire. Puis pour moi, c'était ça qu'il faut faire, tu comprends? Euh, tu dois toujours te dépasser, tu dois toujours apprendre. Puis pour moi, ça a facilité les transitions d'année en année. Puis c'est ça aussi qui m'a fait enjoy le sport, c'est le processus de devenir ce que je suis devenu, le travail que j'ai mis pour atteindre où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'a fait faire le processus en tant que tel. C'est même, je te parle de la Coupe du Monde qu'on a gagnée en 2019, c'est un processus. J'ai perdu en 2016, j'ai perdu en 2017, j'ai perdu en 2018, puis je réalisais qu'entre ces années-là, on faisait rien mais en tant qu'équipe, en tant que leader pour changer l'outcome. On pense que c'était toujours l'an prochain, on va l'avoir, l'an prochain, on va l'avoir, mais en 2019, on a changé notre approche. On pense que let's have fun. It's gonna happen, but let's have fun. Let's be tighter. C'est toutes des petites affaires que j'ai appris puis j'ai vraiment enjoy. C'est vraiment, le football, c'est vraiment une leçon de vie pour le vrai. Mhm. Vraiment une leçon de vie. Est-ce que, bon, Danny t'a appelé là, le jour de ton repêchage, mais est-ce que tu as eu la chance de parler peut-être à des entraîneurs, des joueurs, des Alouettes? Est-ce que tu as eu des premiers contacts autres que pendant le repêchage là, avec l'équipe? Ben ouais, j'ai eu la chance, avant tout, après Danny, j'ai eu la chance de parler à Corey Jones. J'ai eu la chance de parler à Mario, le président de l'équipe. J'ai eu la chance de parler à Pat Donovan, Special Team Coordinator. J'ai eu la chance de parler à DJ Lalama, Enoch Mwamba. Les gars sont venus me parler. Donc, tu sais, j'ai été super bien accueilli. Puis à part de ça, tu sais, je connais tellement beaucoup de joueurs dans l'équipe. J'ai tellement de faces familières en ce moment. Tu sais, Junior Luke, je l'ai vu cette fin de semaine. Je l'ai vu avant-hier, en fin de compte. Puis, il m'a félicité. Fait que j'ai Frédéric Chagnon qui était mon coéquipier qui m'a pris sous son bras en 2016 aussi, m'a félicité. Fait que j'ai eu la chance de parler à plusieurs gars, JS Blanc. Puis j'ai vraiment hâte. Comme je te dis, c'est tellement familier. Il y a tellement de gars avec qui j'ai joué, tellement de gens avec qui m'ont recruté ou que j'ai eu la chance de côtoyer dans mon parcours cégep que je vais revoir là-bas. Fait que j'ai juste vraiment hâte en tant que tel. Est-ce qu'il y a une personnalité publique, ça peut être un athlète, ça peut être un artiste, ça peut être un politicien, il peut y en avoir plusieurs aussi, qui t'inspirent? Ouais. Moi, pour de vrai, je vais donner deux athlètes qui m'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. LeBron James au basket. LeBron James puis Larry Fitzgerald au football. LeBron James au basket, juste en fin de compte, c'est un gars qui s'est toujours bien comporté, tu comprends, on et off the court. Je veux dire, il a redonné à sa communauté. C'est un gars qui compétitionne au plus haut niveau, puis à sa 17e saison. Depuis qu'il est rentré dans la ligue, il compétitionne au plus haut niveau. Un gars qui lead ses équipes en finale. T'as jamais entendu un problème, t'as jamais entendu une histoire sur LeBron James qui vienne lui. Si t'as entendu, c'est du outside noise qui le concerne, mais rien que lui a fait en tant que tel. Fait que c'est juste la façon qu'il s'est comporté en tant qu'athlète professionnel, père de famille, supporte ses enfants dans ce qu'il fait. Fait que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup en tant qu'athlète. Larry Fitzgerald, c'est la même histoire, mais du côté football. Larry Fitzgerald, un gars qui, à Arizona, il peut devenir sénateur s'il veut, tellement qu'il est aimé par la ville. Par la province en tant que telle. Jamais de problème. C'est week in, week out, il vient, il performe. Il prend soin de son corps. C'est des gars que quand on parle d'eux, tu entends juste des bonnes affaires, tu comprends? Puis, c'est que quand tu arrives professionnel, c'est facile de te perdre dans toute l'attention médiatique que tu peux avoir. Mais ça, c'est des gars qui ont toujours resté eux-mêmes. Puis s'il y a quelque chose qu'ils ont fait côté médias, c'est vraiment juste des affaires positives pour la communauté. Fait que c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Non, je ne suis pas comme Marion. Moi, je veux dire la vérité. Marion, lui, c'est un phénomène spécial. Puis au début, je croyais qu'il faisait un show, mais il est vraiment comme ça pour de vrai. Non, il est fou. Mais non, moi, pour de vrai, je veux dire la vérité. Le matin d'un match, je dois écouter de la musique calme. Je dois être
le plus calme possible. Fait que moi, normalement, ce que je fais, c'est chaque matin, quand je me réveille, je me mets du compas. C'est calme, tu peux pas être fâché, tu peux pas être trop excité, c'est quelque chose de doux. Moi, j'écoute du compas avant les matchs. Je dirais jusqu'à comme 1 heure avant le match. Tu sais, quand on revient dans le vestiaire, après le premier warm-up, c'est là que je peux commencer à mettre la musique qui fire up le sang un peu. Puis, c'est des affaires aussi que j'ai appris à travers ma carrière. Tu sais, avant, quand j'étais plus jeune, 2016, j'arrivais au stade, puis j'écoutais la grosse musique, puis j'étais excité, mais j'étais excité trop tôt. Fait que là, quand le match arrivait, deuxième quart, j'étais plus aussi excité, tu comprends? Là, il faut que tu gères ton énergie dans un match. Surtout les grosses games, il faut que tu gères tes émotions, ton énergie. Plus que tu gardes ça, plus que tu en as à la fin de la journée. Fait que, ouais, c'est ça. Non, à part écouter la musique calme, j'ai pas vraiment une routine. I do what's best. Je me lève le matin, ce que j'ai le goût de faire, je vais le faire. Faut juste que j'aie ma petite musique calme, puis je suis en forme. Est-ce que tu as déjà, à part Benoît Marion, est-ce que tu as déjà été témoin de superstitions d'avant-match qui sortaient de l'ordinaire? Ouais. À l'Université de Montréal, j'avais des coéquipiers assez spéciaux avec leur rituel avant le match. Fait que, à part Benoît Marion, je pourrais te dire, il y en a au moins 3-4 autres qui avaient des rituels assez farfelus, je te dirais, pour pas dire bizarre. Ce serait qui un ou des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Joueur underrated que j'ai côtoyé. Dans toute ma carrière ou à l'université? Toute ta carrière. Toute ma carrière, wow. Ben ouais, c'est ça. Peu importe, en fait. Underrated, wow. Samuel Rossi. Samuel Rossi, he's gotta be number one. Puis la seule raison qu'il est underrated, comme plusieurs le savent, c'est parce que lui, il est tellement bon à tout ce qu'il fait que il va pas, on ne va jamais le laisser jouer à une position en tant que tel. On va le bouger. Fait que, quand il est à l'aise dans une position, il va prendre une nouvelle position, puis il va quand même être bon à la nouvelle position. Fait que Samuel Rossi, most definitely number one, most underrated player. Sinon, underrated. Non, je vais juste aller avec Samuel Rossi. C'est juste que, ouais, je vais aller avec Samuel Rossi pour l'instant. C'est ça. Ça va être ça. Est-ce que tu as un jeu préféré en carrière? Un jeu préféré? Ouais, j'en ai pas un préféré. Mais un des plus gros, j'en ai plusieurs, mais un de mes plus gros jeux, moi, en fait, quand je joue contre Laval, je pouvais pas jouer une mauvaise game contre Laval. Je devais toujours jouer des bonnes games en tant que tel, mais surtout contre Laval, parce que là, tu vois, je joue contre mon frère aussi, tu comprends? Fait que... Mais contre Laval en 2017, je pense que j'ai marqué un touchdown sur un scoop and score à la Coupe d'un du mois en 2017. C'est un gros jeu. Puis ça nous a permis de rester dans la game puis avoir une game très, très, très serrée. On a perdu par 3 points cette game-là, encore. Mais c'est ça, je pense que ça, c'est un des plus gros jeux que j'ai fait en ma carrière universitaire. Si tu devais choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? 2 valeurs? Ouais. La première valeur, ce serait le respect, c'est sûr. La première, ce serait le respect. La deuxième... C'est a good question. It's a good question. You got me on this one. Wow. C'est cool de vous voir penser à ces affaires-là parce que c'est... Des fois, on ne prend pas tout le temps d'y penser. Là, je te vois, genre, que tu passes toutes. Là, t'es comme... Elle est plus valable que celle-ci. Ouais, c'est ça. Non, mais pour le moment, je vais aller avec respect et amour. Ça serait mes 2 valeurs, respect et amour. Pourquoi le public devrait apprendre à te connaître? Je pense que pour de vrai, je pense que je suis fun.
juste, I'm cool. Je Mm. pense que je suis cool. Je pense que je m'entends bien avec tout le monde. Comme je t'ai dit, vu que ma première valeur, c'est le respect, je respecte tout le monde. Puis je prends le temps d'apprendre à te connaître aussi, juste savoir quitter. Puis je pense que à partir de ce moment-là, c'est lorsque tu réalises que tu as beaucoup plus de points communs avec des gens que tu crois que tu vas jamais parler de ta vie. Juste le fait d'être cool et puis relax, posé. Puis une dernière question, quelle erreur quelqu'un peut faire en te rencontrant? On peut croire que je suis cocky. Je Mhm. pense que j'ai un look de bad boy. Fait que on peut croire que je suis cocky, mais vraiment pas. Je pense que l'humilité puis rester humble, c'est l'affaire la plus importante, surtout quand tu as du succès. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Fait que Mhm. pour moi, vraiment, j'essaie de cherish chaque moment puis vraiment rester humble et traiter tout le monde de la même façon. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Brian. Je pense que ça fait le tour, Pierre. Oui, ça fait pas mal le tour. Écoute, moi, pour le reste, ça fait longtemps que je suis moins les Alouettes. Puis en parlant, j'apprends à découvrir un potentiel joueur qui va être super intéressant à suivre. Je pense que c'était le but de Danny aussi par la bande. Là. Il vous a pas repêché juste parce qu'il vous connaît aussi, là, parce que vous êtes des bons gars, mais ça va me donner le goût de te suivre. Là. Absolument. Là. Merci. Ça fait plaisir d'entendre. Ouais. Fait que ça fait le tour. On espère qu'il y a une saison cette année. Mm-hmm. On te souhaite le meilleur des succès. On te souhaite de faire la coupe finale. Et puis, c'est pas mal ça. Ouais, Merci ça. beaucoup, Brian. Merci à vous, les gars. À bientôt.